Paradoxalement, on constate quand même une grande lenteur des évolutions. Euh, on aurait pu se dire que finalement, on n'aurait pas eu besoin de cette crise sanitaire pour aller vers le télétravail massif. Et en fait, la lenteur du changement, alors qu'on a constaté en France, mais dans d'autres pays, elle s'explique et j'aimerais y revenir un petit peu avec vous pour bien que vous compreniez pourquoi ou qu'est-ce que veut dire cette lenteur dans l'évolution des modes de travail. Alors que finalement, depuis beaucoup plus longtemps, c'était possible de le faire et en fait, on ne l'a pas fait. Pourquoi c'est lent? Et vous allez voir que l'explication de cette lenteur en dit long sur l'adoption des technologies et comment l'être humain adopte les technologies et change progressivement. Pour bien comprendre, on va essayer de revenir un petit peu en arrière au niveau historique. Vous voyez sur cette gravure un atelier des canuts, donc à Lyon. Donc ça doit être en 1850 à peu près. Il y avait 80 000 canuts qui travaillaient sur la colline de Fourvière. Ils travaillaient à domicile. On le voit d'ailleurs, sur cette gravure, on voit quelqu'un qui a un métier à tisser, et puis on voit des gens qui sont chez eux, en fait. Hein. On voit l'âtre de la cheminée, on voit finalement une sorte d'appartement aménagé, alors avec très très haut de plafond, justement, pour faire rentrer ces métiers à tisser. Donc, on avait construit des logements adaptés au travail à domicile. Donc, cette situation nous montre que juste avant la révolution industrielle, dans la pré-révolution révolution industrielle, finalement, la moitié des gens travaillent chez eux. La plupart des gens, pardon, travaillent chez eux. Les paysans, eux, ils travaillent là où ils vivent. Hein. Et puis, les manufacturiers, globalement, voilà, les artisans travaillent chez eux. Et ce qui s'est passé avec l'évolution du coup technologique, c'est que quand est arrivée la vapeur, cette énergie abondante, on a fait des machines qui étaient beaucoup plus larges. On ne pouvait pas mettre des machines à vapeur dans les domiciles. Donc, du coup, on a regroupé les machines dans ce qu'on a appelé des manufactures qui étaient plus larges, hein, ou des usines. Et donc, du coup, on a déplacé les gens. C'est-à-dire que là, on ne pouvait plus travailler chez soi. On a commencé à aller à l'usine, à la manufacture, au bureau. Donc, on a inventé finalement un lieu de travail en dehors du lieu de vie, distinct du lieu de vie, pour des raisons très pragmatiques. Et c'est le début de toute l'histoire du bureau moderne, de la façon de travailler moderne. C'est l'invention du salariat, c'est l'invention des syndicats, des caisses mutualistes. Les gens se sont regroupés, ils ont pu créer des collectifs qui avaient pour vocation de se protéger, bien sûr, mais des collectifs qui ont aussi permis des aventures extraordinaires. Enfin, on n'aurait jamais pu construire des Airbus ou des TGV si on n'avait pas regroupé des forces de travail immenses, donc l'industrie automobile, par exemple, ou d'autres industries. Le collectif permettant une grande créativité, une grande force par rapport à voilà, des petites unités. Donc ça, c'est toute l'histoire de la révolution industrielle, mais vous voyez qu'elle est liée au déplacement du lieu de travail, hein, de chez soi à, on va dire, l'usine, le bureau, et derrière la ville moderne où on va justement étendre les villes et où on va devoir aller au travail. D'ailleurs, c'est intéressant, on dit je vais au travail, et donc on a fait d'un nom le travail un lieu. Et alors, ce qui était assez surprenant à notre époque, c'est qu'en fait, le numérique vient rebattre les cartes de ce bureau, de ce lieu de travail, en permettant de nouveau de revenir à domicile. Voilà. Je vous passe cette petite animation sur l'évolution du lieu de travail, du bureau. Donc, vous voyez un bureau qui, dans les années 80, avait tout un tas de matériel informatique, un fax, des bouquins, voilà, une map monde, etc. Et puis petit à petit, vous voyez, hop, le fax, en fait, a disparu, le PDF, la map monde, c'est devenu Google Maps, la visio avec Skype, YouTube, le carnet d'adresse, c'est LinkedIn, voilà, Wikipédia remplace les livres. Et petit à petit, on arrive à finalement un ordinateur connecté qui va finalement
comprendre, intégrer un ensemble de fonctions, de matériel, et donc permettre de s'affranchir finalement d'un bureau fixe. Voilà. Donc mon bureau en 2021, on pourrait quelque part le résumer à un ordinateur justement connecté. Sans connexion, on ne peut pas travailler. Et j'aime bien rajouter le café, bien sûr parce que je suis fan de café, mais parce que le café, c'est aussi toute la convivialité. C'est-à-dire que le travail, ce n'est pas simplement un ensemble de tâches, c'est aussi un collectif, justement. Alors, ce n'est pas forcément les grands collectifs des usines où tout le monde est dans un atelier, mais ce sont des collectifs, on travaille ensemble et on télétravaille ensemble. Même si on se retrouve seul chez soi, on est toujours lié à un collectif. Donc, le bureau et le cadre du bureau va évoluer. Certes, ça peut, pour certaines personnes qui sont concernées, se résumer à un ordinateur connecté, mais il va falloir redéfinir un cadre, justement, pour ne pas perdre ce collectif si important. Alors, pour bien comprendre cette digitalisation du travail qu'on a vu dans cette petite animation, où on voit bien qu'on enlève un ensemble de matériel pour arriver à avoir un ordinateur connecté, il faut comprendre que la digitalisation se fait par tâches. Hein. On ne dit pas, tiens, l'entreprise comme ça se digitalise, c'est magique. Non, c'est d'abord les tâches. On envoie un mail alors qu'avant, on envoyait un courrier papier. Vous voyez, donc ça, c'est une tâche. Et en fait, les métiers sont composés de tâches et les directions sont composées de métiers et l'entreprise est composée de directions. Et tout ça se digitalise. Et donc, pour effectivement aborder cette transformation digitale de l'entreprise, il faut bien commencer par les tâches. C'est comme tout à l'heure, quand je vous disais que pour le télétravail, il est important de bien discerner quelles sont les tâches qui sont robustes à distance et quelles sont celles qui sont fragiles. Alors, si on regarde les tâches, on voit que le potentiel de télétravailleurs est massif. Je prends toujours l'exemple de l'orthophonie, parce que ma femme est orthophoniste, et si je vous dis est-ce que le télétravail est possible pour les orthophonistes, vous allez avoir tendance à imaginer une orthophoniste avec un enfant dans un cabinet et dire ben non, c'est pas possible parce que c'est vraiment le face-à-face. Et bien justement, non. Si on se concentre sur les tâches, et si je prends le cas de mon épouse, elle est orthophoniste à l'hôpital, et son métier consiste à peu près à faire la moitié de rencontres en présentiel avec des patients, et puis la moitié de bilan, où en fait, elle va taper devant un ordinateur un bilan et l'envoyer au médecin. Donc en fait, si on regarde par tâche et non pas par métier, on se rend compte qu'on va passer d'un potentiel de 25% de télétravailleurs éligibles à un potentiel de 50%, c'est-à-dire un actif sur deux qui a des tâches télétravaillables. Et là, ça change la donne parce qu'on a un potentiel beaucoup plus important et surtout, on ouvre le télétravail à beaucoup plus de monde. Et ce qui a été le cas pendant le confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de monde qui avait des tâches télétravaillables et donc avait un potentiel de télétravail par semaine. Comme je disais, le travail, du coup, redevient un verbe et n'est pas forcément un lieu. Et je prends souvent la métaphore de l'infrastructure, notamment hydraulique. Vous voyez, avant, on était obligé d'aller chercher de l'eau, et puis après, on a fait des adductions d'eau, et donc on n'avait plus besoin d'aller chercher de l'eau. L'eau est venue à nous. Et bien pour le travail, c'est pareil. Maintenant, on a de la fibre optique. Mais alors, ce qui est assez surprenant, c'est que avant, en tout cas, le confinement, on continuait à aller chercher le travail en se mettant dans les bouchons, alors qu'en fait, le travail peut venir à nous. Donc, cette évolution est vraiment importante à prendre en compte et on peut enfin, du coup, changer le paradigme du bureau où avant, comme tout le monde devait être dans des lieux de travail, on avait, j'allais dire, créé une infrastructure qui correspondait un petit peu à la mode de l'époque. Alors, c'était le taylorisme, où on avait fait des grands bureaux immenses où tout le monde était à côté. On avait un petit peu systématisé le bureau de façon présentielle. Et aujourd'hui, on peut envisager ce qu'on appelle des environnements de travail qui sont un peu plus divers, multiples, colorés, qui vont correspondre justement à d'autres façons
de travailler. Alors, ça peut être dans dans des transports en commun, dans des cafés, centres de coworking, les antennes d'une entreprise et bien sûr à domicile. On peut même avoir plusieurs lieux de travail dans la journée. Voilà. On peut commencer à domicile, par exemple, et puis continuer dans le train, aller dans un espace de coworking, bien sûr se retrouver au siège de l'entreprise. On peut travailler depuis chez les clients également. Et puis, c'est un petit peu finalement la limite que je poserais, enfin, qu'il faudrait se poser hein, dans son lit. Dans son lit, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de limite. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, avec je peux travailler où je veux, quand je veux, le risque aussi, c'est de ne plus s'arrêter. Et donc là, à travers cet exemple, on se rend compte qu'à un moment donné, il va falloir créer un nouveau cadre qui, avant, était assez simple, qui était le cadre spatio-temporel. Vous venez au bureau de telle heure à telle heure. Là, il n'y a plus de cadre. On peut effectivement travailler de partout et quand on veut, mais le risque, c'est justement, quand il n'y a plus de cadre, c'est que ça devienne un peu anarchique et sans limite, avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Alors, j'aime bien dire que on, pour la plupart des gens, enfin, sauf ceux qui ont vraiment des lieux d'habitation qui sont petits, compliqués, insalubres et bruyants, mais souvent, c'est un peu chez soi quand même qu'on vit le mieux. On essaye de faire chez soi le lieu le plus agréable pour soi, avec le confort, la décoration, voilà, qu'on veut. Et du coup, aujourd'hui, comme on peut travailler de chez soi, eh ben, ça fait évoluer le bureau parce que le bureau qui peut être un peu gris, standardisé, pas très confortable, etc. Eh ben, si la concurrence du bureau, c'est le domicile, qui est un lieu agréable, confortable et cosy, eh ben, on va avoir tendance à faire évoluer le bureau pour le rendre aussi confortable, cosy, attractif, esthétique. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle la théorie de l'étalon domicile, c'est-à-dire qu'on, comme on peut travailler de chez soi, eh ben, c'est peut-être chez soi qui peut devenir l'étalon. Alors, pas pour tout le monde, mais c'est intéressant comme réflexion et on verra comment cela évolue. Alors, si je pouvais vous donner quelques raisons, ou donner quelques raisons à des entreprises de passer à ce qu'on appelle le smart work, hein, c'est-à-dire un travail intelligent, pragmatique, ben, je dirais que, alors ce n'est pas une hiérarchie hein, ou des priorités, mais je dirais qu'il y a la question de l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, c'est une opportunité de réduire en fait finalement sa charge immobilière, hein, de pouvoir pas forcément tout le temps aller au bureau. Et aujourd'hui, on sait que par exemple en Île-de-France, on a près de deux tiers, enfin de pardon, 65% d'occupation des bureaux. Donc ça veut dire il y a presque un tiers de bureaux vides. Et ça pose une question par rapport au modèle économique des entreprises, hein, parce que quand on a des bureaux qui coûtent à peu près 12 000 euros à l'année, par rapport au télétravail ou même au coworking qui est 10 fois moins cher, on peut se poser la question de garder tous ces mètres carrés à la Défense ou à la Part-Dieu. Il y a la question de l'amélioration de la productivité, parce qu'on sait, on a fait toutes les études, on sait que jusqu'à 2 jours et demi par semaine, on a une augmentation de la productivité et de la motivation des salariés. On a également, bien sûr, ce qu'on a vu en introduction, cet impact massif possible sur la réduction des déplacements domicile-travail, et c'est pas rien, à la fois pour le porte-monnaie des salariés, mais évidemment pour la planète, et puis pour ceux qui gèrent les villes et qui veulent réduire la pollution, le bruit et les accidents. Et puis, et ça c'est devenu, je pense, avec la pandémie, un point presque aussi important que les autres, voire plus important, c'est celui de devenir attractif pour les employeurs. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez embaucher des gens qui n'habitent pas forcément dans la même ville, alors c'est vrai pour certains Lyonnais qui travaillent à Paris, qui ne sont plus obligés d'habiter à Paris. Et là, on voit le changement de vie au niveau financier, au niveau familial. On a de nouveaux modèles avec des gens qui ne vont pas forcément vivre dans la ville où ils travaillent. Voilà. Et quand on recherche des compétences, ben pour certains postes, c'est intéressant de pouvoir aller chasser des compétences un petit peu partout, voire même à l'étranger. Pour une entreprise aujourd'hui, proposer le télétravail, ça va devenir quasiment obligatoire, sous peine de ne pas pouvoir recruter certains talents. Peut-être avant de faire un petit break dans ce cours
de passer à une autre partie, je voulais vous montrer quelques lieux de coworking justement qui illustrent cette théorie entre guillemets de l'étalon domicile. Vous voyez, certains lieux de coworking, alors ça c'est à Lyon, hein, qui vous montrent voilà, qu'on recherche le confort, l'esthétisme, l'ergonomie, la qualité des équipements, de la décoration, euh, le fait qu'on puisse voilà, s'isoler dans des pièces pour téléphoner, avoir des endroits où on se détend, où on se concentre, où on se restaure. Voilà, il y a même aussi d'autres équipements comme les bibliothèques qui sont en train d'évoluer pour intégrer finalement ces lieux de travail qui se doivent de devenir attractifs, cohérents, accueillants, chaleureux.